Je ne suis pas revenu pour vous, je suis venu chercher ma fille. L'arôme écœurant d'une dinde trop cuite, mêlé au parfum bon marché de Dorothy Mulaney, agressa mes sens dès que je pénétrai dans sa demeure victorienne. Noël chez ma belle-mère ressemblait à du volontariat pour un traitement de canal, et pourtant, Marina insistait pour que l'on sauve les apparences. La petite main d'Émilie serrait la mienne tandis que nous entrions dans la salle à manger, où le reste de la famille était déjà rassemblé autour de la table antique de Dot. « Tiens, regardez qui daigne enfin nous honorer de sa présence », annonça Dot, la voix imprégnée d'un venin passif-agressif affûté pendant 67 ans à infliger la misère aux autres. Elle portait sa sempiternelle robe noire, le vêtement qui la faisait ressembler à une corneille perchée sur un poteau de clôture, attendant la charogne. Je suis Elliot Harper, bien que tout le monde me connaisse sous le nom d'Ellie. J'étais journaliste, jusqu'à l'effondrement de l'industrie de la presse, et je gagne aujourd'hui ma vie en tant qu'enquêteur indépendant. Ce n'est pas glamour, mais le travail me procure un revenu suffisant et entretient la vivacité de mes compétences. Ces compétences incluent la capacité à décrypter les individus, et à cet instant précis, je lisais Dot comme s'il s'agissait d'un livre d'enfant illustré au crayon de couleur. La circulation était exécrable, déclarai-je en aidant Émilie à enlever son manteau. Ma fille de 8 ans semblait appréhensive, ce qui était fréquent lors des visites chez Dot. La vieille femme possédait une aptitude remarquable à faire sentir aux enfants qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Marina était déjà assise à l'extrémité de la table, magnifique, comme toujours, dans sa robe écarlate. Mon épouse enseignait les arts martiaux dans un dojo local, et même en tenue de soirée, elle exsudait la grâce fluide d'une personne capable de vous casser le bras à 3 endroits avant que vous n'ayez compris ce qui se passait. Cependant, quelque chose chez elle semblait différent ce soir-là. Elle paraissait distante, préoccupée, nous accordant à peine un regard. « Marina, ma chérie, pourrais-tu m'aider dans la cuisine ?» demanda Dot, bien que le ton ressemblât davantage à un ordre qu'à une requête. Tandis qu'elle disparaissait dans la cuisine, je trouvais des places pour Émilie et moi. Les autres membres de la famille étaient déjà plongés dans leur vin, s'adonnant à des commérages sur les voisins et se lamentant sur les affaires politiques. Mon beau-frère, Rick, régnait en maître à l'une des extrémités de la table, relatant un récit concernant sa plus récente transaction immobilière. Sa femme, Janet, hochait la tête en signe d'approbation, comme l'une de ces figurines à tête branlante que l'on voit souvent sur les tableaux de bord des voitures. « Oncle Ellie » murmura Émilie, tirant sur ma manche, « j'ai très faim. »« Je sais, ma chérie. Le dîner devrait être prêt sous peu. » Mais sous peu, se transforma en une heure d'attente pendant que Dot et Marina s'affairaient dans la cuisine. Le vin continuait de couler à flot pour les adultes, mais Émilie et moi étions relégués à engager des conversations superficielles avec des parents qui toléraient à peine ma présence. Je n'avais jamais été jugé digne de Marina, de l'avis de Dot, je n'étais qu'un homme de la classe ouvrière, venu du mauvais côté de la ville, qui avait, d'une manière ou d'une autre, persuadé sa précieuse fille de m'épouser. Lorsqu'elles finirent par présenter la nourriture, ce fut une production digne de Broadway. Dot découpa la dinde avec une précision cérémoniale tandis que Marina servait les accompagnements. Tout le monde reçut des portions généreuses de purée de pommes de terre, de farce, de haricots verts en casserole et de sauce aux érelles. Tout le monde, sauf Émilie. Je regardais, avec une incrédulité grandissante, alors qu'elle servait chaque adulte à la table, puis ignorait complètement l'assiette de ma fille. Émilie me regarda avec des yeux déconcertés, son estomac gargouillant bruyamment. « Excusez-moi, Dot, dis-je en conservant un ton neutre. Je crois que vous avez oublié Émilie. » La vieille femme me considéra avec ses yeux gris glacial, puis inspecta la table. La conversation avait cessé, et tout le monde nous observait désormais. Un sourire progressif et malveillant se répandit sur son visage. « Ah, vraiment ?» demanda-t-elle, la voix dégoulinant d'une douceur sirupeuse. « Eh bien, si elle souhaite se sustenter, elle peut prendre ce qui se trouve dans la gamelle du chien. Il y a une abondance de croquettes dedans. » La table éclata de rire. Rick s'étouffa presque avec son vin, Janet gloussait comme une écolière, et même certains des cousins ricanèrent en secret. Mais c'est la réaction de Marina qui me frappa avec la force d'un coup physique. Elle ne riait pas, mais elle ne défendait pas non plus notre fille. Elle était juste assise là, à fixer son assiette comme si rien d'anormal ne s'était produit. Le visage d'Émilie devint écarlate, des larmes lui montèrent aux yeux. Ma fille de 8 ans subissait l'humiliation d'une salle remplie d'adultes, et il trouvait cela amusant. Une sensation glaciale et inflexible s'installa dans ma poitrine. J'avais toléré les remarques acerbes et les agressions passives-agressives de Dot pendant des années, faisant constamment preuve de retenue pour le bien de Marina.
Cependant, cette transgression franchissait une limite inviolable. Je me suis levé lentement, ma chaise grinçant contre le parquet. Les rires se sont tus tandis que je contournais la table pour rejoindre la chaise d'Émilie sans dire un mot. Je l'ai aidé à enfiler son manteau et j'ai récupéré ma propre veste. « Où vous imaginez-vous aller ?» demanda Dot d'un ton péremptoire. Je la regardai longuement, mémorisant chaque détail de son visage suffisant. Puis, je me tournai vers Marina, qui me regardait enfin avec quelque chose qui ressemblait peut-être à du regret. « Nous partons, déclarai-je calmement. Et Dorothy, si jamais vous vous adressez à ma fille de cette manière, vous vous en repentirez. » La pièce se tut, à l'exception du tic-tac du grand-père dans le coin. Je pris la main d'Émilie et me dirigeai vers la porte d'entrée, mais pas résonnant dans le silence soudain. En ouvrant la porte, j'aperçus une silhouette familière sur le porche. Le détective Max Lewin était un homme corpulent aux cheveux gris et au regard fatigué, avec qui j'avais collaboré sur plusieurs affaires. Il tenait une bouteille de vin et arborait ce qui ressemblait le plus à un sourire, mais en voyant l'expression de mon visage, son attitude changea. « Tout va bien, Ellie ?» demanda-t-il, jetant un coup d'œil par-dessus mon épaule au tableau figé dans la salle à manger. « Nous partons justement, Max. Le dîner de famille est terminé. » Il jeta un coup d'œil à l'intérieur de la maison, évaluant la scène avec l'instinct d'un agent des forces de l'ordre. Lorsque ses yeux se posèrent sur Dot, son expression se durcit. Max avait grandi dans la pauvreté et ne tolérait pas les personnes qui maltraitaient les enfants. « Peut-être devrais-je partir aussi, » dit-il, sa voix portant jusqu'à la salle à manger. On dirait que ce n'est pas le genre d'endroit où les enfants sont les bienvenus. Je ne m'attardai pas à observer la réaction de Dot. J'ai conduit Émilie jusqu'à la voiture, l'ai attachée dans son siège rehausseur et suis rentré chez nous en silence. Cependant, en nous garant dans notre allée, je me fis une promesse solennelle. Dot et tous ceux qui s'étaient moqués de ma fille paieraient pour cette humiliation. Il me suffisait d'élaborer un plan. 3 jours après Noël, Marina avait disparu. Je me suis réveillé pour constater que son côté du lit était inoccupé et froid. Son sac de voyage avait disparu, ainsi que quelques vêtements et son équipement d'arts martiaux. Elle avait laissé un mot sur le comptoir de la cuisine, écrit de sa calligraphie précise. Besoin de temps pour réfléchir. N'essaie pas de me retrouver. Émilie accueillit la nouvelle mieux que je ne l'avais prévu, bien que je puisse discerner l'appréhension dans ses yeux. Les enfants ont de la résilience, mais ils sont aussi perspicaces. Elle avait compris que quelque chose de grave se passait entre ses parents. « Est-ce que maman va revenir ?» demanda-t-elle pendant le petit déjeuner. « J'en suis certain, ma chérie. Elle a juste besoin d'un peu d'espace pour le moment. » Mais les jours se sont transformés en semaines, et les semaines en mois. Le téléphone de Marina allait directement à la messagerie vocale. Ses collègues du dojo affirmèrent qu'ils n'avaient pas eu de nouvelles d'elle. Même Dot affirmait ne pas savoir où se trouvait sa fille, bien qu'elle ait clairement indiqué qu'elle me tenait pour responsable de la disparition de Marina. J'ai engagé les services d'un détective privé, un certain Tony Ritchie, spécialisé dans les affaires de personnes disparues. Tony était compétent dans son métier, mais Marina avait disparu comme de la fumée. Il n'y avait aucune activité de carte de crédit, aucune publication sur les réseaux sociaux, aucune observation nulle part dans la ville. C'est comme si elle ne voulait pas être retrouvée, m'informa Tony lors d'une de nos consultations hebdomadaires. Soit ça, soit quelqu'un l'aide à rester caché. L'incertitude me rongeait. Je me réveillais à 3 heures du matin, fixant le plafond et me demandant si ma femme était morte dans un fossé quelque part ou si elle avait simplement décidé qu'elle en avait fini avec notre mariage. Émilie commençait à faire des cauchemars, appelant sa mère dans son sommeil. Je me suis plongé dans le travail, acceptant toutes les affaires qui se présentaient. Fraude à l'assurance, conjoints infidèles, vérification d'antécédents, tout ce qui pouvait maintenir mon engagement mental et payer les factures. Mais peu importe à quel point j'étais occupé, je ne pouvais pas dissiper le pressentiment que quelque chose de terrible allait arriver. J'avais raison. C'était un mardi soir, fin juin, quand j'ai entendu le véhicule se garer dans notre allée. J'étais dans le salon, aidant Émilie à faire un puzzle, quand j'ai vu les phares balayer notre fenêtre avant. Mon cœur fit un bond quand j'ai reconnu la Honda Accord argentée de Marina. « Papa, c'est maman ?» demanda Émilie, se levant d'un bond. Avant que je puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit et Marina entra comme si elle n'avait été absente que quelques heures. Elle semblait changer, plus mince, plus dure en quelque sorte, avec des muscles nouvellement développés dans ses bras et ses épaules. Ses cheveux noirs étaient plus courts, coupés dans un style sévère qui mettait en valeur ses pommettes saillantes.
Bonjour, Ellie, dit-elle, aussi nonchalamment que si elle commentait le temps qu'il faisait. Émilie courut vers sa mère, enlaçant la taille de Marina, mais la réponse de celle-ci fut rigide, mécanique, comme si elle étreignait une inconnue. « Où étais-tu » demandai-je. « 6 mois, Marina. »« 6 mois. » Sans un mot, elle me dévisagea avec des yeux qui me semblaient plus froids que dans mon souvenir. Je t'ai informé que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Réfléchir à quoi? À notre mariage. À notre fille. Tu ne peux pas simplement disparaître pendant 6 mois et t'attendre à ce que tout redevienne normal à ton retour. Marina se dégagea doucement de l'étreinte d'Émilie et marcha vers le centre de la pièce. Elle se déplaçait avec la grâce d'une chasseuse, chaque pas calculé et maîtrisé. J'ai pris des décisions, dit-elle. Émilie, va faire ta valise. Tu viens avec moi. Quoi? Je me plaçais entre Marina et notre fille. Tu ne peux pas être sérieuse. Je suis parfaitement sérieuse. Émilie est mieux avec moi. Tu l'as abandonnée pendant 6 mois. Tu ne peux pas simplement revenir ici et l'emmener. L'expression de Marina resta inchangée, mais quelque chose de dangereux vacilla dans ses yeux. Je n'ai abandonné personne. Je réglais des affaires personnelles, et maintenant c'est chose faite. Quelles affaires personnelles? Où étais-tu? Cela ne te regarde plus. Émilie jeta un coup d'œil de l'un à l'autre, les larmes commençant à lui monter aux yeux. Ce n'étaient pas les retrouvailles que j'avais imaginées, cela ressemblait davantage à un enlèvement. Je ne te laisserai pas l'emmener, déclarai-je résolument. Pas tant que tu ne m'expliques pas où tu étais et pourquoi tu penses pouvoir simplement réapparaître. Mes mots furent brusquement coupés court par le bruit d'un autre véhicule entrant dans l'allée. À travers la fenêtre, j'aperçus une BMW noire se garer derrière la Honda de Marina. Un homme en sortit, grand et impeccablement vêtu, dégageant une assurance arrogante qui proclamait sans équivoque richesse et droit de priorité. Marina le remarqua également, et pour la première fois depuis son arrivée, elle sembla appréhensive. « Qui est-ce » demandai-je. « Un ami » répondit-elle. « Quel genre d'ami » L'homme frappa bruyamment à notre porte d'entrée, 3 coups distincts qui sonnaient plus comme un ordre que comme une requête polie. Marina hésita brièvement, puis alla ouvrir. « Jordan, qu'est-ce que tu fais ici » s'exclama-t-elle en sortant sur le perron et en refermant la porte derrière elle. Cependant, je pouvais discerner chaque mot à travers les murs fins de la maison. Jordan avait le genre de voix qui porte, forte, agressive, et habituée à être obéie. « Tu prends trop de temps, dit-il. On a un marché. Marina, prends la gamine, et on y va. J'ai besoin de plus de temps, Ellie se montre difficile. Alors, rends-le moins difficile. Tu sais ce qui est en jeu ici. » Je pris la main d'Émilie, nous éloignant de la porte, l'esprit submergé de possibilités. Marina avait été absente pendant 6 mois, et maintenant elle était revenue avec un homme nommé Jordan, qui faisait référence à des marchés et à des enjeux. Ce n'était pas une réconciliation, c'était quelque chose de complètement différent. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement, et Marina rentra, Jordan juste derrière elle. De près, il était encore plus imposant, environ 1m88, avec le physique de quelqu'un qui consacrait beaucoup de temps à l'exercice physique. Son costume coûtait probablement plus cher que mon salaire mensuel, et il portait une Rolex qui aurait pu liquider mon hypothèque. « Vous devez être le mari » remarqua Jordan, m'examinant comme si j'étais quelque chose qu'il avait raclé de sa chaussure. Jordan Voss. Il ne tendit pas la main, ce qui me convenait parfaitement. J'étais bien trop préoccupé à essayer de comprendre son lien avec ma femme. « Émilie, va dans ta chambre » ordonnai-je. « Mais, papa. » « Maintenant. » Elle monta à contre-cœur les escaliers, nous laissant tous les trois dans une confrontation de plus en plus tendue. Jordan scruta notre salon avec un dédain palpable, observant les meubles d'occasion et les décorations de magasins à prix réduit. « Bel endroit » commenta-t-il, son ton trahissant qu'il ne le considérait absolument pas comme tel, très pittoresque. « Que voulez-vous » demandai-je. « Je souhaite que votre femme et votre fille m'accompagnent immédiatement. » « Cela n'arrivera pas » Jordan sourit, mais c'était le genre de sourire qu'un requin pourrait offrir avant de saisir sa proie. « Je ne crois pas que vous compreniez la situation, mon ami. Marina a déjà fait son choix. » Je me tournai vers ma femme, cherchant sur son visage le moindre signe de la femme que j'avais épousée, mais tout ce que je percevais, c'était une inconnue portant le visage de Marina. « Est-ce vrai » lui demandai-je. Elle croisa mon regard brièvement,
et je crus déceler une lueur de l'ancienne Marina, incertaine, tiraillée, peut-être même effrayée. Mais, alors, Jordan posa sa main sur son épaule, et tout ce que j'avais vu disparut. « Je suis désolé, Ellie, dit-elle, mais il doit en être ainsi. » Pas question. Je m'avançai vers les escaliers, avec l'intention d'aller chercher Emily et de nous barricader dans sa chambre jusqu'à ce que je puisse comprendre la situation. Cependant, Jordan fut plus rapide qu'il n'y paraissait. Il se plaça sur mon chemin, sa main reposant nonchalamment sur ma poitrine. « Je ne ferai pas ça à ta place, dit-il doucement. Lâchez-moi. » Ou quoi? Vous allez appeler la police? Les informer de quoi, précisément? Qu'une mère souhaite emmener sa propre fille en visite. Il avait raison, et nous le savions tous les deux. Légalement, Marina avait parfaitement le droit d'emmener Emily où elle le souhaitait. Le fait qu'elle ait disparu pendant 6 mois pouvait certes soulever des questions, mais cela ne l'empêcherait pas de partir avec notre fille. Emily appela Marina en direction de l'étage. « Descends, ma chérie. On va faire un tour. » « Ne fais pas ça, Marina, implorai-je. Peu importe ce qui se trame, peu importe ce qu'il a sur toi, nous pouvons le résoudre. Mais n'éloigne pas Emily de moi. » Pendant un instant, j'ai cru l'avoir touchée. Son visage s'adoucit, et elle ressembla à la femme qui s'était endormie dans mes bras tous les soirs pendant 10 ans. Mais alors, Jordan se pencha à son oreille et lui murmura quelque chose que je n'ai pas pu entendre. L'expression de Marina se durcit à nouveau, et elle appela Emily une seconde fois. Notre fille apparut en haut de l'escalier, serrant contre elle son animal en peluche préféré, un ours en peluche usé nommé Monsieur Bouton qu'elle possédait depuis l'âge de 2 ans. « On va quelque part, maman ?» demanda-t-elle. « Oui, ma chérie. Nous allons rester chez grand-maman Dot pendant un certain temps. » Emily me regarda avec des yeux confus. « Papa vient aussi ?» Le silence s'étira comme une entité tangible. Jordan affichait son sourire de requin. Marina fixait le sol, et je regardais mon monde s'écrouler en temps réel. « Non, ma chérie, » finit par dire Marina. « Papa doit rester ici pour travailler. Mais je ne veux pas quitter papa. C'est juste pour un petit moment. Allez, viens, on y va. » Emily descendit lentement les escaliers, traînant les pieds comme si elle marchait vers son exécution. Arrivée en bas, elle courut vers moi et enroula ses bras autour de ma taille. « Je ne veux pas y aller, papa, » murmura-t-elle. « Je sais, ma chérie, mais tu dois y aller avec maman maintenant. Je te verrai bientôt, d'accord ?» C'était un mensonge, et nous le savions tous les deux. Mais que pouvais-je dire d'autre? Marina prit la main d'Emily et la conduisit vers la porte. Jordan suivit, s'arrêtant juste assez longtemps pour me jeter un coup d'œil avec ce sourire de prédateur. « N'essayez pas de nous suivre, dit-il, et n'essayez pas de les retrouver. Marina a fait son choix, et vous n'en faites plus partie. » Puis ils disparurent, emmenant ma fille et me laissant seule dans une maison qui ressemblait soudainement à une tombe. Je restai là pendant un long moment, écoutant le silence et essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Ma femme était revenue après 6 mois, uniquement pour s'enfuir avec ma fille, accompagnée d'un étranger qui se comportait comme s'il les possédait toutes les deux. Il y avait évidemment plus à l'histoire, beaucoup plus, et j'avais l'intention de découvrir de quoi il s'agissait. Je me rendis dans mon bureau au sous-sol et allumai mon ordinateur. Si Marina croyait qu'elle pouvait simplement disparaître avec Emily, elle allait apprendre qu'elle avait choisi le mauvais homme à contrarier. Je n'avais peut-être pas l'argent ou les relations de Jordan, mais j'avais quelque chose de plus précieux, les compétences nécessaires pour découvrir la vérité. Et la vérité, je commençais à le soupçonner, allait être plus laide que nous ne l'imaginions. Le lendemain matin, j'ai sollicité toutes les faveurs que je pouvais. Max Lewin m'a rejoint dans un restaurant du centre-ville, s'asseyant dans la cabine en face de moi avec l'expression lasse d'un homme qui avait trop vu en 25 ans dans les forces de l'ordre. « Tu as une sale gueule, Ellie, » dit-il en faisant signe à la serveuse pour du café. « Je me sens pire, Marina a emmené Emily hier soir. » « L'a emmenée où ? » ?»« Apparemment, chez sa mère. » « Mais ce n'est pas le vrai problème, elle était avec un type, Jordan Voss. » « Vous reconnaissez le nom ? » L'expression de Max s'assombrit. « Oui, je connais, promoteur immobilier. Possède la moitié du front de mer, possède aussi environ la moitié du conseil municipal, si les rumeurs disent vrai. » « Quel genre de rumeurs ? » ?»« Le genre qui implique des enveloppes marron remplies d'argent et des contrats de construction qui sont approuvés sans surveillance appropriée. Nous essayons de monter un dossier contre lui depuis des années, mais il est insaisissable.
La serveuse apporta le café de Max et remplit ma tasse. J'en avais consommé toute la nuit, essayant de rester éveillé pendant que je faisais des recherches sur Jordan Voss en ligne. Ce que j'avais trouvé n'était pas encourageant. Il est riche, connecté et a apparemment une sorte d'emprise sur ma femme, dis-je. Vous avez une idée de ce que cela pourrait être? Max remua du sucre dans son café, réfléchissant. Quand avez-vous dit que Marina avait disparu? Juste après Noël. Le 28 décembre, et elle a disparu pendant 6 mois. Presque exactement. Max sortit son téléphone et fit défiler quelque chose. Après un moment, il leva les yeux avec une expression sombre. Ellie, je dois te dire quelque chose, et ça ne va pas te plaire. Mon estomac se serra. Quoi? Marina n'a pas seulement disparu pendant 6 mois, elle était en prison de comté. Les mots me frappèrent comme un coup physique. C'est impossible, je l'aurais su, j'aurais été contacté. Pas si elle a utilisé un nom différent, ou si une personne influente s'est assurée que les documents soient enterrés. Pourquoi a-t-elle été arrêtée? Max hésita, puis me montra l'écran de son téléphone. C'était une photo d'identification judiciaire de la prison du comté. Marina avait l'air hagarde et défiante, tenant un panneau numéroté. Agression avec arme dangereuse. Apparemment, il y a eu un incident à son dojo en décembre dernier, un élève a été assez gravement blessé, côte cassée, commotion cérébrale, hémorragie interne. La victime a affirmé que c'était intentionnel. Je fixai la photo, essayant de réconcilier la femme sur la photo d'identité judiciaire avec la Marina que je connaissais. Je savais que ma femme était une artiste martiale accomplie, mais elle était aussi prudente et maîtrisée. L'idée qu'elle blesse gravement un élève était presque impossible à croire. Qui était la victime, demandai-je. Une femme nommée Sarah Chen. 22 ans, étudiante, elle a affirmé que Marina l'avait attaquée pendant une séance d'entraînement, qu'elle avait utilisé une force excessive. Ça ne ressemble pas à Marina. Peut-être pas, mais voici le point intéressant, les charges ont été abandonnées il y a 3 semaines, la victime a soudainement décidé de ne pas coopérer avec les poursuites. Pourquoi? Bonne question, il se pourrait qu'elle ait menti dès le départ, il se pourrait que quelqu'un l'ait convaincue de changer son histoire, il pourrait y avoir une multitude de choses. Je pensais à Jordan Voss et à son costume coûteux, à son arrogance désinvolte, à sa richesse évidente, le genre d'homme qui pouvait faire disparaître les problèmes s'il avait la bonne motivation. Tu penses que Voss était impliqué? Je pense qu'il est terriblement commode que ta femme soit libérée de prison et qu'elle entre immédiatement en contact avec un type qui a les ressources nécessaires pour faire disparaître les problèmes juridiques. Les pièces commençaient à s'assembler, formant une image qui ne me plaisait pas. Marina avait été en prison pendant 6 mois, probablement effrayée et désespérée. Jordan avait en quelque sorte fait abandonner les charges, et maintenant elle lui devait quelque chose. La question persistait, quelle compensation recherchait-il? Je dois voir Emily, déclarai-je. Assure-toi qu'elle n'a rien. Sois prudent, Ellie. Si Voss est impliqué dans tout ça, il n'appréciera guère ton intrusion. Ses préférences m'importent peu. Max se pencha en avant, sa voix diminuant jusqu'à un murmure presque inaudible. Je suis sérieux. Cet individu exerce une influence qui dépasse ta compréhension. Juge, procureur, force de l'ordre. Il a des gens dans sa poche dans toute la métropole. Es-tu parmi eux? Les yeux de Max s'embrasèrent d'indignation. Tu sais bien que non. Alors aide-moi. Aide-moi à récupérer ma fille. Je ferai ce que je peux, bien qu'officiellement, il s'agisse d'une affaire familiale. Marina possède toutes les prérogatives légales pour relocaliser Emily où elle le souhaite. Et officieusement? Officieusement, je continuerai à enquêter sur Voss, à déterminer quelles preuves compromettantes je peux déterrer. Nous nous serrâmes la main et nous nous séparâmes. Je me rendis à la résidence victorienne de Dot, mon pouce accélérant alors que je me dirigeais vers l'allée familière. La Honda de Marina était présente, à côté de la BMW de Jordan. Je restai un instant dans ma voiture, essayant de déterminer la meilleure approche. L'approche directe, numéro 1. Je montai à l'entrée principale et activai la sonnette. Des pas approchèrent, suivis de la voix de Dot résonnant à travers le bois. Qui est-ce? C'est Ellie. Je veux voir ma fille. Elle n'est pas là. La voiture de sa mère occupe l'allée. Dot, cesse de prévariquer. La porte s'entr'ouvrit. L'œil gris de Dot m'examina comme si j'étais un vendeur itinérant de marchandises indésirables. Marina ne souhaite pas te voir, affirma-t-elle.
Les désirs de Marina ne me concernent pas. Je veux voir Émilie. Ce n'est pas possible. Cela se produira, d'une manière ou d'une autre. Soit tu me laisses entrer, soit je contacte les forces de l'ordre et je signale un enlèvement. On ne peut pas enlever sa propre progéniture. En réalité, on peut. On appelle ça une entrave à la garde, et ça constitue un crime. La porte se referma, et j'entendis des vocalisations étouffées à l'intérieur. Après plusieurs minutes, elle se rouvrit, et Marina apparut. Elle avait l'air fatiguée, accablée, un contraste saisissant avec la femme assurée qui était entrée dans mon domicile la veille au soir. « Que veux-tu, Ellie ? » ?»« Je veux voir Émilie. Je veux m'assurer qu'elle est en sécurité. Elle va bien. Je ne l'accepterai que sur confirmation visuelle. » Marina jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, puis s'avança sur le porche, fermant la porte derrière elle. Nous étions isolés, mais je percevais des observateurs invisibles nous scrutant depuis les ouvertures. « Tu dois prendre tes distances avec nous, articula-t-elle doucement. « Pourquoi ? Quel levier a-t-il sur toi ? Marina ? Quel arrangement as-tu conclu ? » Son visage pâlit. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Je suis au courant des incarcérations. Je suis au courant des accusations d'agression. Je suis au courant que Jordan Voss a résolu tes problèmes, et maintenant il te possède. Tu ne comprends pas. Alors explique-moi. Aidez-moi à comprendre pourquoi mon épouse depuis 10 ans souhaite si soudainement défaire notre famille. » Marina jeta un regard circulaire, anxieuse, comme craignant qu'on ne l'écoute. Quand elle parla, sa voix était à peine audible. « Je ne peux pas. Si je devais révéler quoi que ce soit, il... » Elle s'interrompit, secouant la tête. « Laissez-nous simplement en paix, Ellie. S'il vous plaît. Je ne partirai pas sans Émilie. Vous n'avez pas le choix. » La porte d'entrée s'ouvrit brusquement, et Jordan Voss s'avança sur le porche. À la lumière du jour, il paraissait encore plus imposant. Grand, large d'épaules, affichant un teint témoignant de vacances somptueuses dans des contrées tropicales. « Un problème ici ?» demanda-t-il, bien que son intonation me désignait sans équivoque comme le problème. « Je veux voir ma fille, et je veux $1 million et une liaison avec un top modèle. Le simple désir ne garantit pas la satisfaction. C'est une affaire entre ma femme et moi. » Jordan laissa échapper un rire, semblable à du verre brisé. « Votre femme ? Regardez autour de vous, mon ami. Votre femme réside actuellement dans ma demeure, utilise mon véhicule, porte les vêtements que je lui ai achetés. Qu'est-ce qui vous fait précisément penser qu'elle reste votre femme ? » Les mots me frappèrent avec la force d'un coup physique, mais je conservais une expression neutre. Succomber à la colère ne servirait pas Émilie, et fournirait seulement à Jordan des munitions supplémentaires à employer contre moi. « Où est-elle ? interrogeai-je Marina. « Où est Émilie ? » « Elle est en sécurité, répondit Marina. « C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. » « C'est insuffisant. » Jordan se rapprocha, empiétant sur mon espace personnel. Il exhalait un parfum de cologne excessive et d'arrogance. « Il va falloir que ça suffise, déclara-t-il. Car ce sera la dernière fois que vous verrez Marina. Et si jamais vous tentez de la contacter à nouveau, si vous revenez à cette maison, si vous traversez même cette rue une fois de plus, je rendrai votre existence extrêmement désagréable. » Est-ce une menace ? C'est une promesse. Je regardai Marina une dernière fois, scrutant son visage pour y trouver une trace de la femme que j'avais épousée, mais je ne vis que de la crainte et de la résignation. « Ce n'est pas terminé, lui dis-je. »« Si, ça l'est, affirma Jordan. C'est bel et bien terminé. » Je me retirai vers ma voiture, conscient de leur regard sur moi pendant mon départ. Sur le chemin du retour, mon esprit fourmillait de possibilités. Marina était manifestement impliquée dans une sorte de problème, piégée par le pouvoir que Jordan exerçait sur elle, mais cela ne l'exonérait pas du mal qu'elle infligeait à Émilie. Ma fille était prise au piège dans une situation qui la dépassait, coupée du seul parent stable qu'elle ait jamais connu. C'était inacceptable, et je résolus d'y remédier. Je consacrai le reste de la journée à passer des appels et à organiser des rendez-vous. Si Jordan Voss voulait jouer les gros bras, il allait vite s'apercevoir que moi aussi, j'en étais capable. Il avait peut-être l'argent et les relations, mais j'avais quelque chose de plus précieux, la détermination inébranlable d'un père prêt à tout pour protéger son enfant. Au coucher du soleil, j'avais élaboré une stratégie. Elle n'était ni très élégante ni très morale, mais elle produirait des résultats concrets.
Jordan Voss allait comprendre qu'il avait commis la plus grosse erreur de sa vie en menaçant ma famille. Les 3 semaines qui suivirent furent une leçon de maître en matière de surveillance et d'enquête. J'avais acquis beaucoup de compétences pendant mon travail de journaliste, et encore plus pendant mes années en tant que détective privé. Maintenant, j'allais utiliser toutes les astuces à ma disposition pour démanteler Jordan Voss, pièce par pièce. J'ai commencé par établir sa routine. Chaque matin, à 7h15, il quittait son Penthouse, situé dans l'immeuble le plus luxueux de la ville, et se rendait à son bureau, niché dans une tour de verre resplendissante du centre-ville. Il suivait le même itinéraire chaque jour, fréquentant le même café, se garantissant sur la même place réservée. Jordan était une créature d'habitude, ce qui le rendait prévisible, et les individus prévisibles étaient vulnérables. Je me suis procuré une berline discrète et j'ai commencé à le suivre, en gardant une distance suffisante pour éviter de me faire repérer, mais en restant assez proche pour documenter ses activités. J'ai photographié ses réunions, enregistré ses conversations téléphoniques lorsque c'était possible, et j'ai progressivement reconstitué une image complète de ses affaires. Ce que j'ai découvert a confirmé les soupçons de Max. Jordan Voss était totalement corrompu. Son empire immobilier était bâti sur un socle de pots de vin, d'intimidation et de mensonges. Il achetait des propriétés à bas prix en menaçant les propriétaires, puis obtenait des permis de construire grâce à des fonctionnaires municipaux qui lui étaient redevables. Ces constructions violaient systématiquement les règles du bâtiment, et pourtant, inexplicablement, les inspecteurs ne semblaient jamais remarquer les anomalies. J'ai méticuleusement documenté chaque détail, assemblant un dossier à faire saliver n'importe quel procureur. Mais cela s'est avéré insuffisant. Il me fallait quelque chose de plus personnel, quelque chose qui me donnerait un levier sur lui. La percée s'est produite un jeudi après-midi. J'espionnais Jordan, pensant qu'il s'agissait d'une nouvelle réunion d'affaires, quand il a bifurqué vers le parking d'une salle de sport haut de gamme située à la périphérie ouest de la ville. Cependant, au lieu d'entrer dans l'établissement, il est resté dans sa voiture, attendant. Au bout de 10 minutes, une femme s'est approchée de sa BMW. Elle était jeune, peut-être 25 ans, avec de longs cheveux blonds et un physique témoignant d'une grande assiduité à l'exercice physique. Elle est montée dans l'habitacle, et ils sont partis en direction d'un hôtel situé à l'autre bout de la ville. Je les ai suivis à distance, me garantissant à un endroit qui me permettait de voir l'entrée de l'hôtel. Ils sont entrés ensemble, et 45 minutes plus tard, ils sont ressortis séparément. La femme est partie la première, jetant des regards inquiets autour d'elle avant de se précipiter vers sa propre voiture. Jordan est sorti quelques minutes plus tard, ajustant sa cravate et regardant sa montre. J'ai suivi la femme, soumettant sa plaque d'immatriculation à une relation que j'entretenais au service des immatriculations. Elle s'appelait Ashley Morrison, avait 24 ans et résidait dans l'un des quartiers les plus chics de la ville. Une enquête plus approfondie a révélé qu'elle était fiancée à un conseiller municipal nommé Robert Morrison, l'un des fonctionnaires qui avait approuvé plusieurs projets immobiliers de Jordan. L'histoire devenait plus claire. Jordan ne se contentait pas de corrompre les fonctionnaires avec des incitations pécuniaires. Il les compromettait de manière plus intime. Ashley Morrison entretenait une liaison extra-conjugale avec Jordan, et son mari votait en faveur de Jordan au conseil municipal. Il s'agissait d'une opération au piège à miel typique, et ce n'était probablement que la couche superficielle d'un stratagème plus vaste. J'ai consacré la semaine suivante à documenter la liaison, capturant des preuves photographiques de leur rencontre et établissant une chronologie de leur relation. Cependant, je n'avais toujours pas revu Emily, une situation qui me rongeait comme de l'acide corrosif. Marina s'était de nouveau volatilisée, cette fois en emmenant ma fille avec elle. Dot affirmait ignorer où elle se trouvait, mais j'ai décelé son mensonge. La vieille dame n'avait jamais été douée pour la tromperie, et ses trépignements nerveux la trahissaient. Chaque fois que je demandais des nouvelles d'Emily, c'était Max qui finissait par me fournir l'indice nécessaire. Je me suis renseigné au sujet de votre femme, m'a-t-il dit lors de l'une de nos réunions hebdomadaires. Il semblerait qu'elle ait été aperçue à un tournoi d'arts martiaux à Springfield. Un événement important, attirant de nombreux concurrents de toute la région. Quand? Ce samedi, à partir de 9h du matin. Springfield était à 2 heures de route, une distance suffisante pour que Marina se sente probablement à l'abri d'être découverte. Cependant, si elle participait à un tournoi, elle serait obligée de s'inscrire sous son véritable nom. Et si Emily était en sa compagnie, j'aurais enfin l'occasion de voir ma fille. Le samedi matin, je me suis retrouvé à franchir les portes du Springfield Sport Complex, une vaste installation qui accueillait une gamme diversifiée d'événements, allant des tournois de basketball aux compétitions d'arts martiaux.
Le parking regorgeait de voitures portant des plaques d'immatriculation provenant de plusieurs États. J'ai payé mon droit d'entrée et suis entré dans l'arène principale, où des dizaines de concurrents s'échauffaient sur des tapis étalés sur le sol. Le vacarme était assourdissant. Des instructeurs qui criaient, des combattants qui grognaient, et le bruit sec des mains et des pieds frappant les coussinets emplissait l'espace. J'ai localisé Marina presque immédiatement. Elle occupait le coin le plus éloigné de l'arène, s'étirant et pratiquant des formes avec la même grâce fluide qui m'avait séduit il y a 15 ans. Elle portait un géi noir orné du logo de son dojo dans le dos, ses cheveux foncés tirés en une queue de cheval serrée. Cependant, c'est la petite silhouette assise dans les gradins voisins qui a fait bondir mon cœur dans ma poitrine. Émilie était là, regardant sa mère avec une attention soutenue, serrant toujours son ours en peluche usé. Elle semblait en bonne santé et indemne, mais il y avait un changement perceptible en elle, une tristesse persistante dans ses yeux qui n'était pas là auparavant. Je me frayais un chemin dans la foule, m'efforçant de me rapprocher sans me faire repérer. Mais alors que j'entamais l'ascension des gradins, une voix familière me stoppa net. « Je t'avais dit de ne pas nous suivre. » Je pivotais pour découvrir Jordan Voss debout derrière moi, vêtu d'une tenue décontractée mais dégageant toujours une impression de domination sur les lieux. Son visage était un mélange de colère et d'amusement, comme s'il s'adressait à un enfant particulièrement obstiné. « Je suis venu voir ma fille, déclarai-je. Votre fille va bien. Elle est avec sa mère, là où est sa place. Sa place est aussi avec moi. Je suis son père. La connexion biologique seule ne définit pas la paternité. Être présent pour elle définit la paternité. Et vous n'avez pas été là pour elle, n'est-ce pas? » L'accusation me piqua, car elle contenait un fond de vérité. J'avais été tellement absorbé par mon enquête, tellement consumé par l'idée de monter un dossier contre Jordan, que j'avais négligé de considérer ce qu'Émilie endurait. « Permettez-moi de lui parler, implorai-je. 5 minutes. C'est tout ce que je demande. » Jordan réfléchit à cela, la tête penchée comme un prédateur évaluant une proie potentielle. Puis, il afficha ce sourire de prédateur qui lui était propre. « Vous savez quoi? Certainement. Allez-y, parlez-lui. » Quelque chose dans son accord immédiat instilla un sentiment de malaise en moi, mais je ne pouvais pas gâcher l'occasion de voir Émilie. Je terminai mon ascension des gradins et m'assis à côté de ma fille. « Salut, ma chérie, murmurai-je doucement. Émilie leva les yeux vers moi avec des yeux surpris, puis enlaça mon cou. « Papa, tu es venu me voir. » « Bien sûr que oui. Tu m'as beaucoup manqué. Tu m'as manqué aussi. Quand est-ce que je peux rentrer à la maison? » C'était la question que je redoutais le plus, car je n'avais pas de réponse satisfaisante. « Je ne sais pas, ma puce. Bientôt, j'espère. Maman dit qu'on ne peut plus rentrer à la maison. Elle dit que ce n'est pas sûr d'être près de toi. » Les mots me frappèrent avec la force d'un coup physique. « C'est faux, Émilie. Tu sais que je ne te ferai jamais de mal, n'est-ce pas? » « Je sais. Mais maman a l'air effrayée tout le temps maintenant. Et cet homme, Jordan, est toujours là, à nous dicter ce qu'on doit faire. T'a-t-il fait du mal? Quelqu'un t'a-t-il fait du mal? Non. Mais je ne l'aime pas. Il est méchant avec maman, et il la fait pleurer parfois. » Avant que je puisse répondre, Jordan apparut à nos côtés. « Le temps est écoulé, annonça-t-il. Nous venions à peine de commencer à parler. Et maintenant, c'est terminé, Émilie. Va t'asseoir avec ta grand-mère. » Je scrutai les environs et réalisai que Dot avait été là tout le temps, nous observant à quelques rangées de distance. Émilie me fit une dernière accolade, puis s'éloigna à contre-cœur pour s'asseoir à côté de la vieille femme. « C'est une enfant adorable, » remarqua Jordan en s'installant sur le siège qu'Émilie venait de quitter. « Intelligente, aussi. Elle comprend que les familles doivent parfois faire des choix difficiles. »« Que voulez-vous de nous ?» demandai-je. « Quel est le but final ici ? » ?»« Je veux que vous disparaissiez. » »« Définitivement. » Marina a pris sa décision, et ce n'est pas vous. Marina est forcée. Quel que soit l'ascendant que vous avez sur elle, quel que soit le pouvoir que vous exercez sur elle, il ne durera pas indéfiniment. Jordan gloussa. « Vous ne comprenez vraiment pas, n'est-ce pas? Marina est venue me voir, mon ami. Elle a sollicité mon aide, et je la lui ai fournie. Tout ce qui s'est passé depuis a été son choix. Je n'y crois pas. Croyez ce que vous voulez. Mais voici ce qui va se passer. Vous rentrerez chez vous
vous rassemblerez vos affaires, et vous quitterez la ville. Si vous vous conformez, Émilie ira bien. Elle grandira dans une belle maison avec de belles choses et une mère qui pourra subvenir à ses besoins. Et si je ne le fais pas? Le sourire de Jordan disparut. Alors les choses deviendront désagréables pour toutes les personnes impliquées, y compris Émilie. La menace était subtile mais indubitable. Il utilisait ma fille comme levier, mettant sa sécurité en danger pour manipuler mon comportement. C'était le genre de manœuvre qui distinguait les personnes réellement dangereuses de celles qui étaient simplement désagréables. Vous faites une erreur, l'informai-je. Non, mon ami. C'est vous qui commettez des erreurs. Et si vous persistez à en faire, des gens vont être blessés. Il se leva et partit, me laissant seul dans les gradins. Sur le terrain de l'arène, Marina était appelée à concourir. Elle exécutait ses mouvements avec une précision mécanique, mais je pouvais discerner la tension dans ses épaules, la peur dans ses yeux. Quel que soit ce que Jordan détenait sur elle, quel que soit ce qu'il utilisait pour la manipuler, cela la rongeait de l'intérieur. Et maintenant, il utilisait Émilie comme levier supplémentaire, menaçant ma fille pour nous maintenir, Marina et moi, sous contrôle. J'observai le reste de la compétition de Marina à distance, puis les suivis jusqu'au parking. Alors qu'il montait dans la BMW de Jordan, Émilie se retourna vers moi à travers la vitre arrière. Elle pressa sa petite main contre la vitre, et je pouvais voir ses lèvres former les mots « Je t'aime, papa ». Puis, ils disparurent, me laissant seul sur un parking à 2 heures de route de chez moi. Mais je n'étais pas vaincu. Au contraire, le fait de voir Émilie avait renforcé ma détermination. Jordan Voss avait commis l'erreur de menacer mon enfant, et c'était quelque chose que je ne pouvais ni pardonner ni oublier. Le trajet de retour vers la maison me laissa le temps de la contemplation, de la planification, de la considération de mes options. Jordan possédait de l'argent et des relations, mais je possédais quelque chose qu'il ne comprenait pas, la détermination absolue d'un père protégeant son enfant. Il souhaitait que je disparaisse, que je me rende et abandonne ma fille. Mais il avait choisi le mauvais homme à intimider. J'allais le démanteler pièce par pièce jusqu'à ce qu'il ne reste de son empire que des ruines et des regrets. Le conflit entre nous avait commencé, et un seul d'entre nous était destiné à y survivre. La phase suivante de mon enquête nécessitait une approche différente. Je ne pouvais pas simplement suivre Jordan et prendre des photos. Je devais infiltrer son organisation pour comprendre la mécanique de son fonctionnement et l'emplacement des preuves compromettantes. L'opportunité s'est présentée par le biais d'une source improbable, l'avocat de divorce de mon ex-femme, un individu louche du nom de Richard Carter, spécialisé dans les affaires à fort conflit. Carter avait représenté Marina lors de notre procédure de séparation initiale, et je savais qu'il avait des relations dans les milieux juridiques et commerciaux de la ville. Je l'ai retrouvé dans son lieu de déjeuner habituel, un restaurant branché du centre-ville où des avocats et des politiciens concluaient des affaires autour de vins coûteux et de fruits de mer importés. Carter était exactement comme on pouvait s'y attendre d'un avocat spécialisé en divorce, costume en soie, montre en or et le genre de sourire qui suggérait qu'il trahirait sa propre mère pour le prix juste. Ellie Harper, me salua-t-il alors que je m'approchais de sa table. J'ai entendu dire que vous aviez quelques difficultés conjugales. Les nouvelles vont vite dans cette profession. Le potin est une monnaie d'échange. Asseyez-vous, procurez-moi un verre et révélez ce qui vous tracasse. J'ai commandé un whisky et suis allé directement au but. J'ai besoin d'informations concernant Jordan Voss. L'expression de Carter devint méfiante. C'est un nom dangereux à prononcer à la légère. Je n'ai pas peur de Jordan Voss. Peut-être devriez-vous l'être. L'homme a une longue portée et une mémoire encore plus longue. Il a ma femme et ma fille. J'ai besoin de savoir comment les récupérer. Carter sirota son vin, en réfléchissant. Qu'est-ce qui vous fait croire que je possède des connaissances sur Voss? Parce que vous possédez une connaissance approfondie de tout le monde dans cette ville. C'est comme ça que vous gagnez votre vie. Argument valable. Mais les informations de cette nature ne sont pas bon marché. J'ai sorti une enveloppe contenant 5000 $. La majorité de mes économies, mais cela en valait la peine si cela aidait à récupérer Émilie. Carter jeta un coup d'œil à l'intérieur, puis fit disparaître l'argent avec une efficacité consommée. Jordan Voss est ce que nous appelons un promoteur immobilier à service complet, révéla-t-il à voix basse. Il ne se contente pas de construire des bâtiments. Il cultive des relations, politiciens, juges, policiers, chefs d'entreprise. Il détermine leurs désirs et les satisfait, puis réclame des faveurs quand il en a besoin. Quel genre de faveurs?
Approbation de zonage, permis de construire, allègements fiscaux, attribution de contrats. La ville a été extrêmement généreuse envers Jordan Voss, et Jordan Voss a été extrêmement généreux envers les personnes qui prennent ces décisions. Cela ressemble à de la corruption. Cela ressemble aux affaires courantes. Mais voici le truc avec Jordan. Il ne se contente pas d'accumuler des richesses. Il aime contrôler les individus, les posséder complètement. Et il est exceptionnellement doué pour découvrir des moyens de pression. Quel genre de moyens de pression? Carter se pencha en avant, baissant encore plus la voix. Affaires, dettes de jeu, problèmes fiscaux, secrets de famille. Jordan amasse des saletés sur les individus comme certaines personnes collectionnent des timbres. Et une fois qu'il a quelque chose sur vous, vous lui appartenez à perpétuité. Que possède-t-il sur Marina? Je ne sais pas précisément, mais je peux le supposer. Votre femme était en grande difficulté suite à cet incident au dojo, accusation d'agression, risque d'emprisonnement, poursuite civile. Ce genre d'exposition juridique peut ruiner un individu, même s'il finit par gagner. Alors Jordan a résolu ses problèmes, et maintenant elle lui doit une dette importante. J'ai réfléchi à ce que Carter disait, en l'intégrant au tableau d'ensemble que j'avais été en train de construire. Jordan avait sauvé Marina des ennuis judiciaires, puis avait utilisé cette dette pour la contrôler. Mais pourquoi? Que voulait-il vraiment d'elle? Il y a autre chose, déclara Carter, jetant un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait. Jordan a un penchant pour les arts martiaux. Il s'entraîne depuis des années. Il s'imagine être une sorte de guerrier. La rumeur veut qu'il recherche un instructeur légitime pour l'aider à élever ses compétences au niveau supérieur. Marina est logique. Elle excelle dans ce qu'elle fait, et maintenant elle est complètement sous son contrôle. Le professeur parfait pour un homme qui n'aime pas être contredit. L'image se précisait, mais elle était plus répugnante que je ne l'avais imaginé. Jordan n'avait pas seulement tiré Marina de son mauvais pas juridique. Il l'avait, en substance, acquise, la transformant en son instructrice personnelle d'arts martiaux, et qui pouvait deviner les autres rôles qu'elle remplissait? Comment puis-je la libérer de son emprise, demandai-je. Carter secoua la tête en réponse. Tu ne peux pas. Jordan Voss ne renonce à aucune de ses possessions. Et c'est précisément ce que ta femme est devenue. Une possession qu'il possède de plein droit. Tout le monde a des faiblesses. Peut-être. Cependant, Jordan dispose de ressources qui dépassent ton entendement. De la richesse, des représentants légaux, des relations s'étendant à tous les échelons du gouvernement. Il pourrait orchestrer ton arrestation sur de fausses accusations, te soumettre à un contrôle fiscal, te faire expulser de ton domicile. En réalité, il pourrait probablement te faire éliminer s'il le jugeait nécessaire. Alors je devrais le déjouer. Bonne chance avec ça. Des hommes plus astucieux que toi ont tenté de défier Jordan Voss, et ils sont maintenant ruinés, incarcérés ou décédés. Carter vida son verre de vin et se leva. Écoute mon conseil, Ellie. Retire-toi. Trouve une nouvelle femme et recommence ailleurs. Ta fille ira bien. Jordan n'a aucune raison de lui faire du mal, à condition que tu restes hors de sa sphère d'influence. Je n'abandonne pas Emily. Alors tu es un idiot. Et les idiots décédés ne sont guère des pères exemplaires. Carter partit, me laissant assis seul à la table, sirotant mon whisky et réfléchissant à mes options. Il avait raison sur un point, Jordan Voss représentait un adversaire redoutable, avec des ressources que je ne pouvais égaler. Cependant, il se trompait sur autre chose. Je n'avais aucune intention d'affronter Jordan directement. J'avais l'intention de faire ce que je savais faire le mieux, enquêter, documenter et exposer. Chaque criminel, quelle que soit sa puissance, finit inévitablement par commettre une erreur. L'erreur de Jordan avait été de menacer ma fille, et maintenant je m'assurerai qu'il en paie le prix. J'ai consacré les 14 jours suivants à monter mon dossier comme si je préparais le procès du siècle. J'ai méticuleusement documenté les liaisons extraconjugales de Jordan, ses pots de vin, ses menaces, ses pratiques commerciales illicites. J'ai interviewé d'anciens employés qui avaient été licenciés pour avoir refusé de participer à ces combines. J'ai retracé le flux de fonds à travers des sociétés écrans et des comptes offshore. Lentement, méthodiquement, j'ai assemblé une description complète de l'empire criminel de Jordan Voss. Et une fois terminé, je possédais suffisamment de preuves pour l'incarcérer pour le restant de ses jours. Cependant, les preuves n'ont de valeur que si elles sont présentées à quelqu'un qui valorise la justice.
Et dans une ville où Jordan avait la mainmise sur la moitié des fonctionnaires, cela s'est avéré plus difficile que prévu. La solution est venue d'une source inattendue, le Federal Bureau of Investigation. L'agente spéciale Sarah Mitchell avait consacré 2 ans à enquêter sur la corruption publique dans notre ville, montant des dossiers contre des politiciens et des magnats des affaires qui se croyaient intouchables. Après l'avoir contactée par l'intermédiaire d'un intermédiaire, elle a accepté de me rencontrer dans un café éloigné du centre-ville. L'agente Mitchell était une femme menue, avec des yeux perçants et une intensité qui suggérait qu'elle ne tolérait aucune bêtise. Elle a écouté sans interruption pendant que je lui racontais tout ce que j'avais découvert concernant Jordan Voss, posant de temps en temps des questions de clarification ou demandant des documents supplémentaires. C'est un travail impressionnant, a-t-elle remarqué à la fin de mon exposé. Cependant, la plupart des éléments sont circonstanciels. Il nous faudrait un initié pour témoigner. Quelqu'un possédant une connaissance directe des activités criminelles de Voss. Qu'en est-il de la femme avec qui il a eu une liaison? Ashley Morrison? Possible, mais elle a autant à perdre que quiconque si cela devient public, son mariage, sa réputation, la carrière politique de son mari. Alors, que vous faut-il? L'agente Mitchell se pencha en avant. Il nous faut que Voss s'incrimine lui-même. Des conversations enregistrées, des pots de vin documentés. Quelque chose qui le relie directement à des actes criminels spécifiques. Je peux obtenir ça. Ce serait périlleux si Voss découvre que vous collaborez avec nous. Il a déjà menacé ma fille. Je ne me soucie pas de ce qu'il pourrait m'infliger. L'agente Mitchell scruta mon visage, à la recherche d'indices de doute ou d'hésitation. Quoiqu'elle ait discerné, cela a dû la satisfaire parce que... Elle acquiesça délibérément. Très bien. Cependant, nous menons cette affaire à ma manière, avec mon équipement, en respectant mes protocoles. Un seul faux pas et vous êtes mort. Et votre fille perd son père à jamais. Compris? Bien. Parce que Jordan Voss est sur le point de découvrir que menacer un témoin fédéral a été la plus grave erreur de son existence. En sortant du café, j'ai ressenti une vague d'espoir. Pour la première fois depuis des semaines, Jordan se croyait intouchable, protégé par sa richesse et ses relations. Il était pourtant sur le point d'apprendre qu'il existait des individus qu'il ne pouvait ni acheter ni intimider. Le FBI était en route pour appréhender Jordan Voss, et j'avais l'intention de les aider à le faire tomber. Le micro que je dissimulais était si minuscule que je le sentais à peine, mais j'étais parfaitement conscient de sa présence. Alors que je pénétrais dans l'immeuble de bureau de Jordan, l'agent Mitchell et son équipe étaient postés dans une camionnette à 3 pâtés de maison, surveillant chaque parole grâce à un appareil d'enregistrement sophistiqué. Obtenir ce rendez-vous s'était révélé plus simple que prévu. J'avais simplement contacté le bureau de Jordan et informé sa secrétaire que j'étais prêt à discuter des conditions de mon départ définitif de la ville. En moins d'1 heure, j'avais un rendez-vous pour l'après-midi même. Le bureau de Jordan occupait tout le dernier étage de son immeuble, offrant des baies vitrées avec une vue panoramique sur la ville. Il se tenait dos à moi à mon entrée, les mains jointes derrière le dos comme un général inspectant son domaine. J'étais curieux de savoir quand tu retrouverais la raison, déclara-t-il sans se retourner. Je tiens à voir Emily une dernière fois avant de partir. Cela peut s'arranger. À condition que nous puissions nous entendre. Il pivota pour me faire face, et son assurance me frappa. C'était un homme habitué à obtenir ce qu'il voulait, qui se croyait invulnérable. Quel genre d'entente, demandai-je. Celle où tu disparais définitivement. Nouvelle ville, nouvelle identité. Nouvelle vie. Je vais même t'accorder une aide financière pour faciliter tes débuts. Et en échange, tu ne contactes plus jamais Marina ni Emily. Tu n'écris pas. Tu n'appelles pas. Tu n'envoies pas de carte d'anniversaire. Pour elle, tu cesses d'exister. Je feignis de réfléchir, laissant le silence s'installer. Le micro enregistrait tout, mais j'avais besoin que Jordan soit plus explicite sur ses méfaits. Qu'est-ce qu'il advient de Marina, demandai-je. A-t-elle le choix dans tout ça? Jordan esquissa ce sourire carnassier qui lui était propre. Marina a fait son choix quand elle est venue me demander de l'aide. Elle risquait de lourdes peines de prison, Ellie. Accusation de voies de fait, procès civil, ruine financière. J'ai effacé tout ça. Pour un prix. Tout a un prix. Le prix de Marina, c'était sa loyauté et ses services. Quel genre de services? Elle m'enseigne les arts martiaux. Des techniques avancées que la plupart des instructeurs ne transmettront pas à leurs élèves. En retour,
je lui offre une existence confortable et la protège de ses problèmes juridiques. Et si elle décide qu'elle ne veut plus t'enseigner? L'expression de Jordan se durcit. Cela ne se produira pas. Marina comprend que sa liberté dépend du maintien de mon contentement. Tout comme la sécurité de ta fille dépend du maintien de mon contentement. Voilà, la menace que j'avais besoin qu'il prononce devant le micro. L'agent Mitchell aurait tout ce dont elle avait besoin pour l'inculper d'extorsion et d'intimidation de témoins. Tu menaces ma fille, déclarai-je, m'assurant que ma voix portait clairement. J'élucide la réalité. Émilie est une enfant charmante, et je détesterais la voir subir quoi que ce soit. Mais les accidents arrivent, surtout aux enfants dont les pères ne savent pas quand se mêler de leurs affaires. Quel genre d'accident? Jordan se dirigea nonchalamment vers son bureau et s'assit, se prélassant dans son opulent fauteuil en cuir. Oh, tu sais. Des chutes dans les escaliers, des noyades, des collisions automobiles. Le monde est un endroit dangereux pour les petites filles dont les pères font des choix imprudents. Mes poings se serrèrent, mais je me forçai à rester calme. Me mettre en colère ne ferait que compromettre l'enregistrement, et j'avais besoin que tout ce que Jordan disait soit parfaitement clair. Donc, je quitte la ville, et Émilie reste en sécurité. Elle reste en sécurité, et elle grandit avec des avantages que tu ne pourrais jamais lui offrir. École privée, vêtements extravagants, frais de scolarité universitaire. Marina et moi veillerons à ce qu'elle ait tout ce dont elle a besoin. Marina et toi, c'est ça. Ai-je oublié de mentionner? Marina et moi allons nous marier le mois prochain. Une petite cérémonie, en présence uniquement de la famille et des amis proches. Tu ne seras pas invité, évidemment. La révélation me frappa avec la force d'un coup physique, mais elle éclaira aussi beaucoup de choses. Jordan ne se contentait pas de contrôler Marina par le chantage. Il rendait leur arrangement permanent par le mariage. Marina a envie de t'épouser, demandai-je. Marina a envie de ce que je lui dis d'avoir envie. Elle a appris qu'il est futile et coûteux de s'opposer à moi. Et Émilie? A-t-elle son mot à dire sur le fait de t'avoir comme beau-père? Émilie s'adaptera. Les enfants sont remarquablement adaptables, surtout lorsqu'ils n'ont pas le choix. Jordan se leva et se dirigea vers un coffre-fort dans un coin de son bureau. Il l'a déverrouillé et en a extrait une épaisse enveloppe qu'il a jetée sur le bureau entre nous. 50 000 $, a-t-il annoncé. Suffisant pour recommencer à zéro. Où vous voulez. Tout ce que vous avez à faire, c'est signer ce document acceptant de renoncer à tous vos droits parentaux sur Émilie. J'ai pris le document juridique et l'ai parcouru. C'était exactement comme il l'avait décrit, un accord formel renonçant à toute revendication sur ma fille en échange d'un paiement en espèces. Et si je ne signe pas? Alors, vous découvrirez à quel point la vie peut devenir désagréable pour ceux qui se mettent en travers de mon chemin. J'ai des juges, des procureurs, des commissaires de police à mes ordres. Je peux vous faire arrêter pour tous les chefs d'accusation que je souhaite, et je vous garantis que vous serez reconnu coupable. Quel genre d'accusation? Possession de pilules, fraude fiscale, violence domestique. Faites votre choix. J'ai des gens qui jureront avoir été témoins de tous les crimes que je vous demanderai d'avoir commis. Le faux témoignage est un crime. Jordan Harry. Seulement si vous pouvez le prouver. Et vous ne pouvez rien prouver depuis une cellule de prison. Il devenait imprudent, admettant ouvertement des transgressions qui l'incarcéraient pendant des décennies. Le micro enregistrait tout, constituant un dossier inattaquable contre lui. J'ai besoin de temps pour réfléchir à cela, ai-je déclaré. Vous avez eu des mois pour y réfléchir. J'exige une réponse maintenant. Et si je refusais? L'expression de Jordan est devenue glaciale et menaçante. Alors vous quitterez cet endroit dans un sac mortuaire, et Émilie sera informée que son père est décédé dans un tragique accident. Marina, naturellement, lui offrira son réconfort, et avec le temps, elle finira par me considérer comme son véritable père. Vous m'élimineriez ici même, dans votre bureau? Je ne ferai que me défendre contre un ancien mari déséquilibré qui a pénétré de force dans mon bureau et m'a agressé. Les caméras de surveillance corroboreraient vos menaces contre moi, et l'outil que vous auriez apporté serait découvert avec vos empreintes digitales. Comme convenu, 2 hommes imposants sont entrés dans le bureau par une entrée latérale. Ils semblaient être d'anciens militaires, du genre à résoudre les différends par la force brute et à ignorer les questions concernant les subtilités. Permettez-moi de vous présenter mon équipe de sécurité, a annoncé Jordan. Il possède une expertise considérable dans la résolution de situations problématiques.
J'ai compris que j'étais en grave danger. L'appareil d'enregistrement capturerait ma mort, mais cela n'aiderait ni Émilie ni Marina. Je devais trouver un moyen de sortir vivant de ce bureau. Attendez, ai-je interrompu, levant les deux mains. Je vais signer le document. Une décision judicieuse. Mais d'abord, je dois m'assurer que vous n'êtes pas équipé d'un micro. Mon sang s'est glacé. S'il découvrait l'appareil d'enregistrement, toute l'enquête de l'agent Mitchell serait compromise, et ma vie s'éteindrait en quelques minutes. Déshabillez-vous, a ordonné Jordan. Quoi? Vous avez bien entendu. Retirez vos vêtements. Tous. Les agents de sécurité se sont avancés, leurs mains posées sur des armes dissimulées sous leur veste. Je n'avais d'autre choix que d'obéir. J'ai lentement enlevé ma chemise, essayant de gagner du temps et espérant que l'équipe de l'agent Mitchell surveillait le déroulement des événements. Le micro était fixé à ma poitrine avec un adhésif, à peine perceptible, mais indéniablement détectable si on le recherchait activement. « Dépêchez-vous » a dit Jordan, d'un ton impatient. J'étais sur le point d'atteindre ma ceinture lorsque la porte du bureau s'est brusquement ouverte, et l'agent Mitchell est entré, accompagné de 4 autres agents fédéraux, armes au poing et un signe d'identification bien en évidence. FBI. Personne ne bouge. La pièce a sombré dans le chaos. L'équipe de sécurité de Jordan a cherché ses armes, mais elle était en infériorité numérique et désavantagée. En quelques instants, les deux hommes étaient à plat ventre sur la moquette, des agents fédéraux agenouillés sur leur dos. Jordan lui-même semblait paralysé d'incrédulité, fixant les agents comme s'il ne pouvait pas comprendre la situation. Jordan Voss, vous êtes en état d'arrestation pour extorsion, intimidation de témoins, conspiration et menace contre un témoin fédéral, a déclaré l'agent Mitchell. C'est un malentendu, a dit Jordan, sa voix trahissant un tremblement pour la première fois depuis notre rencontre. J'exige de parler à mon avocat. Vous aurez droit à votre appel téléphonique. Pour l'instant, vous devez mettre vos mains derrière votre dos. Alors que les agents menottaient Jordan, il m'a lancé un regard d'animosité pure. Vous croyez que c'est fini, a-t-il grogné. Vous pensez que mon arrestation règle vos problèmes? J'ai des relations dans des domaines que vous ne pouvez même pas imaginer. Je serai libéré demain matin. Et quand vous le serez, vous serez confronté à des accusations fédérales qui entraînent une peine minimale obligatoire de 20 ans, a interrompu l'agent Mitchell. L'enregistrement que nous venons d'obtenir sera présenté à un jury, ainsi que toutes les autres preuves que nous avons accumulées concernant votre organisation criminelle. Le visage de Jordan pâlit tandis que la gravité de sa situation lui apparaissait enfin. Il ne s'agissait pas simplement de menues infractions qu'il pourrait faire oublier grâce à ses relations. Il était confronté à une peine de prison fédérale conséquente, dans un système où son influence locale était dénuée de toute signification. Ce n'est pas fini, répéta-t-il, mais sa voix manquait désormais de conviction. Si, c'est fini, rétorquai-je en reboutonnant ma chemise. C'est définitivement fini. Alors que les agents escortaient Jordan, menottes au poignet, l'agent Mitchell s'approcha de moi, un sourire satisfait aux lèvres. Excellent travail, dit-elle. Cet enregistrement assurera son incarcération pour une longue durée. Qu'en est-il de Marina et Émilie? Sont-elles en sécurité? Nous allons les emmener pour les interroger, mais elles ne courent plus aucun danger immédiat. L'organisation de Jordan a été démantelée. Je sentis un fardeau, que je portais depuis des mois, s'alléger de mes épaules. Émilie était en sécurité. Marina était libérée de l'emprise de Jordan, et l'individu qui avait menacé ma famille était destiné à la prison. Pourtant, même alors que le soulagement m'envahissait, je reconnaissais que l'étape la plus ardue était encore à venir. Je devais reconstruire ma relation avec Émilie et déterminer ce qui, le cas échéant, restait de mon mariage avec Marina. Le conflit avec Jordan Voss était terminé, mais la lutte pour ma famille ne faisait que commencer. 2 jours plus tard, je me retrouvais assis dans une salle de conférence du tribunal de la famille avec Marina, Émilie et un médiateur désigné par le tribunal. L'arrestation de Jordan avait fait la une des journaux et les détails de son entreprise criminelle émergeaient progressivement. Marina paraissait épuisée, ressemblant à quelqu'un qui avait porté un poids énorme pendant des mois et qui avait enfin été autorisé à le déposer. Émilie était assise entre nous, serrant son ours en peluche et semblant déconcertée par toutes les discussions d'adultes qui l'entouraient. Elle avait enduré beaucoup trop pour une enfant de 8 ans, et il faudrait du temps pour l'aider à digérer tout ce qui s'était passé. Je veux fournir une explication, dit doucement Marina. Je veux que tu comprennes la raison de mes actions. J'acquiesçai,
bien qu'une partie de moi se demandait si je voulais vraiment entendre cette explication. Certaines trahisons sont trop profondes pour guérir, quelle que soit la validité des motifs sous-jacents. Suite à l'incident au dojo, j'étais confronté à de graves accusations, commença-t-elle. La plaignante affirmait que je l'avais agressée intentionnellement, que j'avais employé une force excessive lors d'une séance de sparring. Mon avocat m'a dit que je pouvais être condamné à une peine de 5 à 10 ans si j'étais reconnu coupable. Pourquoi ne te suis-tu pas confié à moi? Nous aurions pu contester cela ensemble. Les yeux de Marina se remplirent de larmes. Parce que j'étais coupable, Ellie. Pas d'agression intentionnelle, mais d'avoir été imprudente, d'avoir laissé mes émotions gouverner mes actions. J'étais furieuse de ce qui s'était passé à Noël, du traitement de Dot envers Emily, et j'ai déversé ma frustration sur cette malheureuse fille pendant l'entraînement. Cette admission me frappa avec la force d'un coup physique. J'avais été tellement préoccupé par la manipulation de Jordan que je n'avais pas envisagé la possibilité que Marina porte réellement une part de responsabilité dans ce qui s'était passé. Alors, quand Jordan a proposé de faire disparaître les accusations, j'ai accepté, continua-t-elle. Je pensais que ce serait un arrangement temporaire, que je pourrais le rembourser d'une manière ou d'une autre, et que tout reviendrait à la normale. Mais ce n'était pas le cas. Non. Jordan a clairement indiqué que je lui devais plus qu'une simple compensation financière. Il voulait que je lui enseigne les arts martiaux, que je sois disponible chaque fois qu'il aurait besoin de mes services. Et quand j'ai essayé de refuser, il m'a rappelé qu'il pouvait faire rétablir les accusations à tout moment. Qu'en est-il du mariage? Est-ce que cela faisait aussi partie de son plan? Marina hocha la tête, abattue. Il affirmait que cela rendrait notre arrangement permanent. Qu'en tant que sa femme, je serais entièrement sous sa protection. Mais je savais ce que cela signifiait réellement. Je serais sa propriété à perpétuité. Je jetai un coup d'œil à Emily, qui suivait notre conversation avec de grands yeux interrogateurs. Elle ne comprenait pas toutes les subtilités, mais elle pouvait discerner l'angoisse et le regret dans la voix de sa mère. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer, » dit Marina. Mais j'étais piégé, et je ne voyais aucun moyen de m'échapper. Quand Jordan m'a ordonné de prendre Emily et de partir, je pensais que ce serait une mesure temporaire. Je pensais pouvoir vous protéger tous les deux en vous éloignant de lui. Tu aurais dû me faire confiance. Nous aurions pu trouver une autre solution. Peut-être. Mais j'avais peur. Ellie, Jordan m'a montré ce qu'il avait infligé à d'autres personnes qui l'avaient contrarié. Des entreprises ruinées, des familles dévastées, des individus qui avaient simplement disparu. Je ne pouvais pas risquer que cela vous arrive, à toi ou à Emily. La médiatrice, une femme d'âge moyen nommée Dr Sarah Chen, se pencha en avant. Marina, comprenez-vous que prendre Emily sans le consentement d'Ellie était illégal, quelles que soient vos motivations? Oui, je reconnais avoir commis des erreurs. De terribles erreurs. Et Ellie, comprenez-vous que Marina agissait sous la contrainte, qu'elle croyait protéger sa famille? J'acquiesçai, bien que le pardon ne vienne pas facilement. Marina avait soumis Emily à des mois d'incertitude et d'appréhension, l'avait séparée du seul parent stable qu'elle ait connu. C'étaient des répercussions irréversibles, quelle que soit la noblesse des intentions de Marina. Que se passe-t-il maintenant, demandai-je. Le docteur Chen consulta ses notes. Compte tenu des circonstances, je recommande qu'Emily retourne vivre immédiatement avec Ellie. Marina bénéficiera d'un droit de visite supervisé jusqu'à ce que nous puissions évaluer sa stabilité et son engagement en matière de coparentalité. Le visage de Marina s'effondra, mais elle acquiesça. Je comprends. Je veux simplement ce qui est le mieux pour Emily. Est-ce que je peux rentrer à la maison avec papa? Demanda Emily d'une voix basse. Oui, ma chérie, répondis-je en la serrant contre moi. Nous rentrons à la maison. Mais au moment même où je prononçais ces mots, je savais que la maison ne serait plus jamais la même. La confiance qui avait uni notre famille avait été brisée, et il faudrait du temps, peut-être des années, pour la reconstruire. 3 semaines plus tard, je préparais le dîner dans notre cuisine pendant qu'Emily faisait ses devoirs à la table de la salle à manger. C'était une scène de normalité domestique que je pensais ne plus jamais revoir, mais il y avait toujours un courant sous-jacent de tristesse qui imprégnait tout. Emily assistait à des séances avec un pédopsychologue 2 fois par semaine, pour surmonter le traumatisme des mois précédents. Elle était résiliente, comme le sont souvent les enfants, mais elle faisait parfois des cauchemars et posait des questions difficiles sur les raisons pour lesquelles maman l'avait éloignée de papa. Marina vivait dans un petit appartement de l'autre côté de la ville,
s'efforçant de relancer sa carrière dans les arts martiaux et assistant à des séances de thérapie ordonnées par le tribunal. Nos interactions étaient cordiales mais tendues, axées entièrement sur les besoins et le bien-être d'Emily. Jordan Voss s'était vu refuser la libération sous caution et attendait son procès pour de multiples accusations fédérales. L'agent Mitchell m'avait informé qu'il encourait une peine minimale de 25 ans de prison, voire plus si d'autres accusations étaient portées. Son empire immobilier s'était désintégré, ses alliés politiques l'avaient abandonné, et son nom était devenu synonyme de corruption dans notre ville. La sonnette retentit, interrompant mes pensées. J'ouvris la porte et découvris Max Lewin debout sur mon perron, tenant une bouteille de vin et arborant un sourire inhabituel. « J'ai entendu dire que vous pourriez avoir envie de fêter ça, dit-il. Quelle est l'occasion ? Jordan Voss vient de plaider coupable pour tous les chefs d'accusation. Il va passer 30 ans en prison, sans possibilité de libération conditionnelle. La nouvelle aurait dû me réjouir, mais une profonde lassitude était tout ce que je pouvais ressentir. L'incarcération de Jordan ne pourrait jamais guérir complètement les blessures qu'il avait infligées à ma famille, ni effacer les mois d'appréhension et de doute qu'Emily avait été forcée d'endurer. C'est une bonne nouvelle, dis-je, en m'écartant pour faire entrer Max, il y a autre chose aussi. Le Bureau fédéral d'investigation a découvert des preuves suggérant que Jordan avait comploté pour vous faire éliminer si vous n'aviez pas accédé à ses demandes. Ils ont découvert un contrat avec un assassin professionnel. Le paiement avait déjà été effectué. Cette révélation particulière m'apporta une certaine satisfaction. Jordan ne se contentait pas de menacer lorsqu'il m'avait parlé, il était pleinement disposé à commettre un homicide pour obtenir ce qu'il voulait. Alors, c'est vraiment fini, demandai-je. C'est fini. Jordan Voss passera le reste de ses jours dans une prison fédérale, et chaque individu qui travaillait pour lui est soit décédé, soit incarcéré, soit vit dans une peur perpétuelle. Vous et Emily êtes en sécurité. Emily leva les yeux de ses devoirs. Oncle Max, est-ce que tu restes dîner ? Si papa ne s'y oppose pas, je mis une autre assiette à table, et nous dînâmes ensemble comme si nous étions une famille normale. Cependant, en observant Emily rire à l'une des anecdotes de Max, je ne pouvais chasser la sensation que nous ne faisions que simuler la normalité. Plus tard ce soir-là, après le départ de Max et après qu'Emily se fût endormie dans son lit, je m'assis dans mon bureau du sous-sol et regardai le mur de preuves que j'avais méticuleusement rassemblé contre Jordan Voss. Photographies, documents, enregistrements. Les vestiges accumulés d'une enquête de plusieurs mois qui avait consumé mon existence et presque anéanti ma famille. Je commençai à tout démanteler, pièce par pièce, jusqu'à ce que le mur soit complètement nu. L'enquête était terminée, l'affaire était close, et Jordan Voss ne représentait plus une menace pour personne. Cependant, le prix avait été exorbitant. Mon mariage était probablement irréparable, ma fille avait été traumatisée, et ma foi dans les individus que j'aimais le plus avait été brisée. En remontant jusqu'au garage les cartons remplis de preuves, je méditais sur les leçons que j'avais tirées. Le pouvoir corrompt, mais il attire aussi ceux qui sont déjà corrompus. Des hommes comme Jordan Voss existent dans chaque ville, exploitant leurs richesses et leurs relations pour abuser des plus vulnérables et anéantir quiconque ose se dresser sur leur chemin. Cependant, j'avais aussi compris que ces hommes ne sont pas invincibles. Ils commettent des erreurs, ils deviennent trop sûrs d'eux et, finalement, ils vont trop loin. Jordan avait commis l'erreur fatale de menacer ma fille, et cela m'avait donné la motivation nécessaire pour provoquer sa chute. Le lendemain matin, j'ai conduit Emily à l'école et les regardé courir dans le bâtiment, son sac à dos rebondissant contre ses épaules. Elle guérissait progressivement, mais sûrement, apprenant à nouveau à croire que son monde était sûr. Mon téléphone a vibré, signalant un SMS de Marina. Merci de nous avoir sauvés. Je sais que je ne mérite pas le pardon, mais j'espère qu'un jour tu pourras trouver dans ton cœur la force d'essayer. Je suis resté longuement à fixer le message avant de taper une réponse. Nous verrons. Ce n'était pas un pardon, mais ce n'était pas non plus un rejet catégorique. C'était une reconnaissance que certaines blessures nécessitent du temps pour guérir et que la confiance, une fois brisée, doit être reconstruite patiemment, un jour à la fois. En me rendant à mon bureau pour commencer à travailler sur une nouvelle affaire, je pensais à l'avenir. Emily grandirait en sachant que son père s'était battu pour elle, qu'il n'avait jamais abandonné, même lorsque les chances étaient terriblement contre lui. Peut-être que cette connaissance lui donnerait le pouvoir de faire des choix plus judicieux lorsqu'elle serait confrontée à ses propres défis. Et peut-être qu'un jour, Marina et moi trouverions un moyen d'élever notre fille ensemble sans que le poids de la trahison n'assombrisse chaque interaction. Ce ne serait pas facile, et ce ne serait peut-être même pas possible, mais pour le bien d'Emily,
Nous devions faire l'effort. Jordan Voss était parti, enfermé dans un endroit où il ne pourrait plus jamais faire de mal à ma famille. Cependant, le véritable travail, le travail de guérison et de reconstruction, ne faisait que commencer. Je me suis garé sur le parking de mon bureau et suis resté un instant dans la voiture, regardant le bâtiment où j'allais passer la journée à aider d'autres personnes à résoudre leurs problèmes. C'était un travail qui avait du sens, un travail qui valait la peine d'être fait. Et cela me rappelait que la justice existait toujours dans le monde pour ceux qui étaient prêts à se battre pour elle. Emily était en sécurité. Marina était libre. Et Jordan Voss passerait le reste de sa vie à expier ses transgressions. Ce n'était pas une fin parfaite, mais c'était la justice. Et parfois, la justice suffit. Nixu! Men, Jeg skal bruge den der på et tidspunkt. Okay. I need that. Jeg har lige mindet en hel masse obsidian, så jeg dækker det her hul til nu. Det er godt, du ikke smidt den ud. Har Liva sådan en villager breeder? Ja, det har hun. Tak for hjælpen, Liva. Jeg er Daffer. Det er bare i orden, jeg siger til, hvis jeg får en brain. Ja, tak. Har nu set indad, Martin, og jeg ser stadigvæk ikke, hvorfor Freja ikke vil på date på VR-chat. Nå, men så kan jeg ikke hjælpe dig, tror jeg. Nå, gutters, husk et giftet, så får I lov til at navngive en hund. Må man også selv vælge race? Ja, det må du gerne. Men jeg har kun en af de her normale brune, der ikke er en navngivet lige nu. Du skal alligevel ud og finde dem alle sammen, faktisk. Ja, jeg skal finde fucking mange. Det er virkelig irriterende. Oh my god. Held og lykke med de 12 katte også. Ja, tak for lort. Jeg hader katte. kan man ikke bytte dem, og så kan der komme en ny race, eller skal man ud og finde dem? Nej, det bliver jo kun til en af dem, man er startet med. Ja. Og den sorte kan du næsten kun finde ude ved de der... Ja, with witches. ting. Det er lort. Fuck dig, Martin. Min kat er sød. Lille gåtur måske bager vi. Ja, men jeg har set det. Han har sgu tosset ham bade lademaden. Er jeg misundelig på, at han går en tur? Okay. Okay. Hvad er det en god mand? Ja, han hygger sig. Okay, jeg har snart lavet en kæmpe platform, vi kan bygge hus på. Det er fint, du går bare i gang med at bygge. Jeg skal bare lige have fjernet hele det her bjerg. Ja, tak. Jeg skal have den her parrot. Hvad sagde den? Det var Smille, der smuttede. Det var sgu da hende, der skulle bygge huset. Nej, hvad? Okay, et seed and a dream. Pis. Jeg kommer tilbage efter dig. Det er det der Cobra har lavet. Nu kan jeg se, hvor I er henne. Du kan nu er jeg lære på rette en vej. masse af ham. Hvad mener du? Har du fundet et tårn? Jeg har ikke, Ja. jeg har ikke nogen cookies, Lykke. Hvad hedder det? KS, har du et sted at bo? Nej. Du må meget gerne bygge vores hus for os, hvis du vil. Hvis I kan give mig redskaberne, så kan jeg da godt bygge noget af det. Det kan vi godt aftale. Modtaget. Meget gerne bygge vores hus. Crazy. Satin, hvad er det, du skriver? Hvad kan jeg lære af Bad Cow? Det er det jo sgu da en. Vi bor lige over broen, by the way. At have viewers? Har jeg ikke Den der viewers? stenting. Den flotte træbroen. Jeg er med, tror jeg. Den er, Nu skal jeg lige op på det her. den er bjerg. ret hjemmelavet. Nej, min hund druknede! Nå, Freja er også død nu. Nej, Nana druknede også. Alle mine hunde er druknet. Hej venner. Du er ikke en særlig god hundepasser. Er du her nu, KS? Jeg fik at vide, at Ja. det ville TP. Hvor er du Jeg ved her? ikke, om der er der... Ja, det De er plejer ved... da også at kunne svømme. Ja, det føler jeg også. Jeg har aldrig nogensinde set en hund drukne før. Jeg er ved Cobras fiddlehut. Nej, det er ikke der. Oh, 7 gutter. Hvorfor? Skud Jo, til det, jeg Nico. tager Ja, han har lige fået alle mine hunde dræbt. Alle sammen. Nej, hvem er der kommer Griefer nu? Det er Mertz. Mertz er på vej for Grief. Jeg skal have noget mad. Jeg går i dine Nej. kister. Ja, bare Jeg se ikke på lavet Martin. kisterne. Nej, jeg har allerede brugt 10 stacks weed på jer. Men jeg må sgu da godt tage noget af din mad. Slap dig af, mand. Ja, du må godt. Hvor er der mad henne? Tak. Nu har jeg fandme endelig det kommer fundet nok. jer. Kæft, hvor I indtaget grimme.
Hvad? What? Hvad er det, du siger? Du kan ikke se mig. Altså, come on. Nej, Hvorfor har Cobra bare mave? Lad være. Han er sgu lidt zesty. Ej, Hvad mener er du det, bare er det et mave? ansigt, der er på hans... Ja, hvem tror du, det er? Er det Icon? Det kunne jeg godt forestille mig. Hvad, jeg bliver stalket? Combo DK er bag mig. Nå, vil du se det Prøv lige første at sted? 2 sekunder, vi skal sove. Nej, de andre vil ikke sove. Martin, jeg hader For din helvede, chat. det var en... Hvorfor? Du skal ikke tage Det er min helt seng, du. Tag nu du! Hvem har taget min seng? Cobra, giv mig min seng. Hvad fanden er det egentlig, der sker med mit skin? Hvorfor kan jeg ikke se bukserne? Jeg har det sgu da ikke.